Merci, assez. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, en qualité de président de cette cour spéciale, l'audience extraordinaire sur les débats de l'indépendance du pouvoir judiciaire mettant aux prises deux thèses. La première se porte sur l'indépendance de la justice, une réalité, et la seconde se porte sur l'indépendance de la justice, une utopie. La première thèse va être défendue à la barre par un conseil composé des maîtres Marie-Sophia Cerise, Yves Louisor, Royer Jean-Pierre, et la seconde par les maîtres Carmelita Philogène, Jean-Simpson Desroches, Desenclos et Pélette Fléren, en présence du ministère public, représenté par la magistrate Néhémie Jean-Baptiste, assisté du greffier Jean-Smith Gelin et de l'huissier Cantab Édouard, est maintenant déclarée ouverte. Toutefois, la Cour tient, avant d'accorder la parole aux parties présents à l'audience de ce jour, de les rappeler, selon le vœu de la loi, qu'elles doivent s'exprimer avec décence et modération. La justice se veut une vertu de la création de l'humanité, qu'elle soit divine, politique, prophétique, sociale, populaire ou autre. Elle reste et demeure l'axe par lequel se crée le principe de l'équilibre. La grandeur d'un peuple se reconnaît à travers sa justice. Elle a une mission régalienne, capable de rassurer et de maintenir l'équilibre au sein du corps social. Cette femme aux yeux bandés que représente la justice devient un pilier crucial au développement économique et social d'un peuple. Dans le cas contraire, elle risque d'entraver cet élan de développement si elle ne correspond pas à ce type de développement par lequel elle est représentée ou par lequel elle est appelée à rassurer, à apaiser et à protéger. Il est aussi important de rappeler que la Constitution de 1787 est le statut juridique de l'État haïtien. Autrement dit, elle en détermine le rôle de chaque pouvoir selon les articles 59 et 60 de la Constitution. Toutefois, le régime politique adopté par un État doit être le reflet de sa réalité socio-économique et politique. Pour toutes ces raisons, un sérieux et rigoureux débat sur l'indépendance du pouvoir judiciaire s'impose en dépit de l'existence des trois lois de 2007. La première
portant création du CSPJ, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. La deuxième, une loi portant statut sur la magistrature. Et celle de la troisième, c'est sur l'école de la magistrature. Ceci étant, greffier, veuillez évoquer l'ensemble des affaires inscrites sur le rôle. L'affaire de l'indépendance de la justice, une utopie, et l'indépendance de la justice, une réalité. L'autre partie, vous retenez aussi? Merci. La parole est maintenant accordée aux parties présentes à l'audience pour leur constitution d'avocat. Magistrat, je sollicite la parole. La parole vous est accordée, maître. Maître Marie-Sophia Lorraine Siris demande acte de sa constitution conjointement avec ses confrères, maître Yves Louisor et maître Moyer Jean-Michel, pour défendre la thèse l'indépendance de la justice une réalité. Merci. Je sollicite la parole, magistrat. La parole vous est accordée, maître. Maître Carmelita Philogène, conjointement avec maître Jean Simpson Desenclos, demande acte de sa constitution d'avocat pour défendre la thèse l'indépendance judiciaire, une utopie. Merci. Greffier, veuillez noter que la Cour prend acte de la constitution des parties à tour de rôle à l'audience. Le ministère public, aviez-vous une objection sur la constitution des parties? Non, honorable magistrat, le ministère public n'a pas d'objection sur la constitution des parties. Merci. Greffier, veuillez noter que le ministère public a été consulté quant à la constitution des parties et elle a précisé pour la Cour qu'elle n'a pas d'objection. À cette phase, la parole est accordée au ministère public pour la mise en contexte des faits avant de passer la parole au contradicteur. Ministère public, vous avez la parole. Merci, honorable magistrat. Le respect des droits de l'homme et libertés publiques, la sécurité des droits de propriété et contractuels constitue le fondement même de tout système démocratique, nous dit le professeur Aucoin. Toutefois, la mise en œuvre de ces droits, dit-il, requiert de façon indispensable un pouvoir judiciaire indépendant. En ce sens, l'état de droit dans un contexte démocratique devient non seulement un pilier fondamental, mais un impératif sociétal. Cependant, la pleine effectivité de cet état de droit a aussi pour corollaire un pouvoir judiciaire juste, impartial et indépendant qui trouve sa légitimité dans la confiance et le respect de la nation tout entière. Ceci dit, il ne peut exister de société sans loi, qu'elle soit écrite ou coutumière, si bien que Montesquieu eut à dire « Dans l'état de nature, les hommes naissent bien dans l'égalité, mais ils n'y sauraient rester. La société la leur fait perdre et ils ne redeviennent égaux que par les lois. » La Constitution de 1987 stipule dans son article 60
Chaque pouvoir est indépendant des deux autres dans ses attributions qu'il exerce séparément. Cette disposition consacre indiscutablement le principe de l'indépendance judiciaire. Elle rencontre également les principes des Nations Unies, les principes fondamentaux sur le statut des magistrats, traitant du principe d'indépendance. Et nous citons: l'indépendance de la magistrature est une exigence préalable du principe de l'égalité et la garantie fondamentale d'un procès équitable. Pour cette raison, un juge maintiendra et montrera en exemple l'indépendance de la justice sous ses aspects à la fois individuels et institutionnels. Dès lors, ne doit-on pas considérer cette indépendance sous ces deux aspects, à savoir l'indépendance personnelle et l'indépendance substantielle? L'indépendance personnelle garantit la fonction judiciaire en ce sens que le processus décisionnel n'est soumis au contrôle d'aucun autre pouvoir. Quant à l'indépendance substantielle, elle assure au juge le libre exercice de son processus décisionnel en fonction de la loi et selon la dictée de sa conscience. Ici, aujourd'hui, par devant ce prétoire, deux approches s'affrontent. Il s'agit d'une part de la thèse de la partie demanderesse qui considère l'indépendance du pouvoir judiciaire en Haïti comme une réalité, et d'autre part celle de la partie défendresse qui la voit comme utopique. Une analyse basée sur les fondements théoriques rattachant la justice indépendante à l'état de droit démocratique sur la base du principe de la séparation des pouvoirs, contrebalancée selon une logique de limitation du pouvoir par le pouvoir, et l'examen des mécanismes légaux et institutionnels existants permettrait de saisir le sens d'un tel débat. Est-ce pourquoi, honorable président du tribunal, en raison de la pertinence de la thématique à l'étude, son importance dans l'évolution sociétale, le ministère public vous requiert d'accueillir cette affaire? Merci, honorable. Merci, ministère public. Le président de la Cour prend acte de l'exposé du ministère public et du même cours. Il passe la parole à la partie défendant la thèse indépendance du pouvoir judiciaire, une réalité, pour la lecture de ses conclusions. À votre permission, magistrat. Permission vous est accordée, maître. Conclusion prise par maître Yves Lusor, Marie-Sophia Syrize, Boyer Jean-Michel, soutenant la thèse l'indépendance du pouvoir judiciaire, une réalité. Contre maître Jean-Simpson Desenclos et Carmelita Philogène, soutenant la thèse l'indépendance du pouvoir, une réalité. Qu'il plaise au tribunal. Attendez que l'indépendance est la qualité ou la condition indépendante qui est souvent associée à la liberté. Attendez que la notion d'indépendance peut également désigner tout État ne dépend pas de l'autre. Elle est apparu en tant que concept politique suite à la déclaration d'indépendance des États-Unis qui a été présentée en 1776. Depuis lors, de nombreux autres pays ont commencé à réagir au colonialisme européen avec leur propre déclaration d'indépendance qui était souvent le résultat d'un processus complexe. Attendez que l'indépendance politique s'est répandue à la plupart des pays du monde, ne laissant que quelques territoires en conflit. Cependant, les dépendances économiques et les dépendances culturelles sont symboliques, étant donné que les États les plus puissants imposent leurs conditions aux autres. Cette raison amène de nombreux mouvements progressistes politiques à promouvoir
une nouvelle indépendance au-delà de la souveraineté politique. Entendu qu'il y a lieu de souligner que l'indépendance n'est pas la même chose que l'autonomie. Ce deuxième concept est lié à la décentralisation du pouvoir qui confère ce pouvoir et responsabilité à une communauté qui est finalement dépendante d'un gouvernement central. Entendu que les principes de base de la démocratie sont la liberté de pensée et d'expression, la loi, la règle du jeu démocratique et la séparation des pouvoirs. Entendu que la séparation des pouvoirs qui est un principe fondamental des démocraties représentatives a été dans le premier temps théorisé par Thucydide, puis John Locke et enfin reprise par Montesquieu. La classification de Montesquieu définie dans l'esprit des lois concerne en effet la limitation du pouvoir par le pouvoir pour qu'on ne puisse abuser. Au pouvoir, il faut que la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Entendu que, par l'application des théories qu'émise John Locke, Montesquieu et consorts, en voyant des transformations s'opèrent au sein des États dictatoriaux pour des États démocratiques. Entendu qu'Haïti était sous le régime dictatorial des Duvalier, a pu connaître des transformations allant de la dictature à la démocratie. Entendu que la séparation des pouvoirs est un principe clé de toute démocratie. Entre les pouvoirs séparés, il y a toujours des luttes. Lutte entre le pouvoir exécutif, législatif et les judiciaires, pour que l'un veut triompher sur l'autre. Entendu que, dans cette perspective, que le groupe pour l'indépendance judiciaire, une réalité, va démontrer que le pouvoir judiciaire en Haïti est une réalité. Pour ce faire, il propose les moyens suivants. Premier moyen pris, fondement historique. C'est-à-dire qu'on n'avait pas ressenti l'odeur démocratique sur la République d'Haïti avant le 7 février 1986. Ou bien que, le 25 mai 1964, le président François avait fait voter une nouvelle constitution instituant la présidence à vie, avec le droit pour le clé de l'État de désigner son successeur. Elle a aboli officiellement le Sénat de la République. Que le 14 juillet 1964, il est élu président à vie de la République. Alors, au point de vue historique, il y a deux dates importantes à souligner. Le 1er septembre 1915, qui rappelle la mort de Louis XIV en France, et le 7 février 1986, rappelant la tombée du régime des Duvalier en Haïti. La première date avait signé non seulement la mort et la fin de règne personnel de 54 ans, de la monarchie absolue, dans laquelle le roi devrait rendre compte à Dieu et à sa conscience. La deuxième date a signé la fin de règne dictatorial vieux de 27 ans de père en fils. Attendu qu'il y a lieu de faire remarquer pour le tribunal, il y a une sorte de similitude entre la forme de gouvernement français et la forme de gouvernement haïtien. Mais en Haïti, on parle du pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Alors qu'en France, on parle d'autorité judiciaire au lieu de pouvoir judiciaire. Par ces causes et motifs, et tout autre assouplir de droit, d'office et d'équité, voir le tribunal accueillir l'action des requérants pour être juste et fondé, de rejeter le réveil de paix à la terre soutenue par notre groupe, tout en déclarant
par rapport au fondement historique, l'indépendance judiciaire est une réalité. Ce sera droit. En cas de rejet par impossible, deuxième moyen, oui, fondement constitutionnel. C'est-à-dire qu'au point de vue constitutionnel, le pouvoir judiciaire en Haïti est réel. Comme nous disons tantôt, la séparation des pouvoirs est à la base de la démocratie. Or, l'article 1er de la Constitution du 29 mars 1987 dispose qu'Haïti est une république démocratique. C'est-à-dire qu'on est, pas sans savoir, le concept de démocratie renvoie au droit constitutionnel. Étymologiquement, gouvernement du peuple par le peuple. Ce qui suppose, en théorie, l'identification des gouvernants et des gouvernés. C'est-à-dire que, plus concrètement, le régime dans lequel tous les citoyens possèdent à l'égard du pouvoir un droit de participation au vote et un droit de contestation, liberté d'opposition. Cependant, la liberté d'opposition n'est reconnue que dans la démocratie libérale, mais non dans la démocratie autoritaire. C'est-à-dire que tout ceci répond clairement à l'article 59 de la Constitution du 29 mars 1987, amendé le 9 mai 2011, qui dispose les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté nationale à trois pouvoirs: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Attendez que le principe de la séparation des trois pouvoirs est consacré à la Constitution et l'ensemble de ces trois pouvoirs constitue le fondement essentiel de l'organisation de l'État. Attendez que le concept État renvoie au droit constitutionnel, tantôt au droit international public. Attendez que point de vue sociologique, l'espèce particulière de la société politique résultant de la fixation sur un territoire déterminé d'une collectivité humaine relativement homogène, régie par un pouvoir institutionnalisé comportant le monopole de la contrainte organique, spécialement le monopole de la force armée. Attendez qu'au point de vue juridique, représente une collectivité, un peuple ou une nation, à l'intérieur ou à l'extérieur, le territoire déterminé sur lequel elle exerce le pouvoir suprême de la souveraineté. Avec que, dans un sens plus étroit et concret, ensemble des organes politiques, des gouvernants, des autres par opposition au gouvernement. Attendez que tout compte fait l'article 60 de la Constitution du 29 mars 1987 répond sans hommage à l'aspiration de la partie réalité, stipulant que chaque pouvoir constituant l'État haïtien est indépendant et des autres à travers ses ambitions qu'il exerce séparément. En ces causes et motifs, et tout autre assuré de droit, d'office et d'équité, tout en écartant la thèse qui stipule que l'indépendance judiciaire est une utopie. Le constat par rapport au fondement constitutionnel, plus précisément dans l'article 59, qu'il n'y a entre le pouvoir exécutif et judiciaire aucune relation de subordination. En cas de rejet est possible. Troisième moyen pris, fondement légal. Avec que le pouvoir judiciaire renvoie au droit constitutionnel et à procédure générale selon la définition tirée d'édition de la dose qui stipule que c'est la fonction consistant à juger, c'est-à-dire à assurer la séparation des violations du droit et à trancher sur la base du droit avec force de vérité légale les contestations qui s'élèvent à propos de l'existence ou de l'application des règles juridiques. Attendu qu'en ce qui concerne le pouvoir judiciaire en Haïti, sur un vol sur la loi,
du 20 décembre 2007 portant création du statut de la magistrature. Dans le titre 1, traitant l'exercice du pouvoir judiciaire et de la composition de la magistrature, à l'article 1er qui dispose le pouvoir judiciaire indépendant des pouvoirs exécutifs et législatifs est exercé par la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux spéciaux et les tribunaux de paix. Tandis que l'article 2 de cette même loi dispose l'indépendance du pouvoir judiciaire est matérialisée par l'existence d'un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire garantissant le cheminement du métier de magistrat et assurant la discipline des juges. Tandis que d'autres, en plus, le juge est indépendant par rapport à ses pairs. Quand il est saisi d'une cause, il est souverain, indépendant. Il n'a pour boussole que la loi et sa conscience. Tandis que, selon Ernst Rio, le juge a une mission sacro-sainte, celle de dire le mot du doigt, de rendre à chacun ce qui lui est dû, sans tenir compte du degré, de la fortune, du rang social, de la position politique et de la confession judiciable. Le principe dit, nul n'est au-dessus de la loi. Tandis que le juge est aussi indépendant du point de vue juridictionnel, si bien que l'expression latine suivante relate lata sententia judes decinit esse judes. Tandis que la sentence, une fois prononcée ou rendue, le juge cesse d'être juge. Il n'est plus ses pouvoirs. Il est dessaisi et ne peut plus revenir en arrière. Tandis que l'indépendance est la liberté pour le juge de conduire et d'exposer son analyse pour aboutir à une décision qu'il a prise en respectant un corpus de règles et de valeurs qui fondent son office. Tandis que les juges sont totalement indépendants dans la prise de leurs décisions juridictionnelles. Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal n'interfère pas. Fondement de l'État. Tandis que l'État, en tant que personne morale titulaire de la souveraineté, est constitué par trois pouvoirs. Chaque pouvoir n'est pas un État en lui-même. L'État est indivisible et est aussi l'autorité qui représente le peuple. Il agit par les différents services publics. Tandis qu'il y a une sorte de symphonie qui se dégage entre les différents pouvoirs, à l'exemple d'une chorale, plusieurs voix, mais une chorale, plusieurs pouvoirs formant un seul État. Tandis que le pouvoir exécutif est chargé de gérer la politique courante de l'État et d'assurer l'application de la loi élaborée par le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif vote les lois sur une proposition émanant du gouvernement. Projet de loi ou des parlementaires, proposition de loi, il a un pouvoir de contrôler sur l'exécutif. Tandis que le pouvoir judiciaire, qui a pour rôle l'application de la loi et sanctionne sans non-respect, est confié aux juges et aux magistrats, et parfois, dans une moindre mesure, à des jurés qui se fondent sur des textes de loi qui sont rédigés par le pouvoir législatif. Tandis qu'il est possible de constater par le tribunal, à travers les faits exposés, que le pouvoir judiciaire est indépendant. Par ces causes et motifs, et tout autre assoupli de droit, d'office et d'équité, voir le tribunal dire et déclarer que, du point de vue légal, à savoir les articles 1 et 2 de la loi du 20 septembre 2007 portant création du statut général de la magistrature et l'article 59 de la Constitution, le pouvoir judiciaire en Haïti est indépendant
par rapport aux autres pouvoirs. Et qu'à lumière de tout ce qui précède, les juges décident en toute impartialité, sans se laisser influencer par leurs appartenances politiques, religieuses, des pressions extérieures ou par les intérêts propres, ceux sur la droite. Nous nous renfermons dans notre conclusion et nous réservons le droit de prendre la parole au moment opportun. Merci. La parole est maintenant accordée à l'autre parti, défendant la thèse indépendance du pouvoir judiciaire, une utopie pour la lecture de ses conclusions. Avec votre permission, honorable magistrat, conclusion prise pour la thèse l'indépendance judiciaire, une utopie, représentée par ses avocats, Maître Carmelita Philogène et Maître Jean Simpson Desenclos, qu'il plaise à la Cour, attendu qu'Haïti traverse une situation difficile à cause de la haute dépendance de la justice haïtienne, attendu qu'en date du 15 janvier 2021 par exploit d'huissier en date, les avocats Yves Luisor et consorts assignés à Maître Carmelita Philogène et Maître Jean Simpson Desenclos partent devant votre cour pour dire et déclarer que l'indépendance judiciaire est une réalité en Haïti. Quelle utopie! Surréaliste et fantaisiste. Pour combattre cette action surréaliste utopique, la partie que soutient la thèse indépendance judiciaire en Haïti, une utopie, présente les moyens suivants. Attendu que l'indépendance judiciaire que prônent les idéalistes de l'autre côté de la barre est utopique et voire très dépendant du point de vue normatif. Sur la nomination des magistrats et de renouvellement du mandat des juges. Attendu que, contrairement à la réalité, la justice haïtienne est loin d'être indépendante. Attendu que toute nomination de l'appareil judiciaire est faite par l'exécutif. Vous entendez? Attendu que le juge de la Cour de cassation qui souhaiterait voir son nom sur la liste des juges à être nommé à la Cour doit avoir la bénédiction du pouvoir politique, du Sénat et du président de la République. Attendu que l'article 115 de la Constitution, s'agissant de la nomination des juges de la Cour de cassation, dispose: les juges de la Cour de cassation sont nommés par le président de la République sur une liste de 3 personnes par siège soumis par le Sénat. De quelle indépendance parle-t-on? Qui finance, commande, qui nomme, dirige. Attendu que la nomination des autres juges du système judiciaire haïtien implique l'intervention des autorités politiques pour les juges de la Cour d'appel et du tribunal de première instance sur une liste des assemblées départementales, les juges de paix sur une liste préparée par les assemblées communales, article 115 de la Constitution. Attendu qu'il convient pour la Cour de constater que dans la nomination des juges, la politique est omniprésente et incontournable, ce qui met les juges dans une situation de dépendance et d'être à la merci des pouvoirs, voire des hommes politiques. De quelle indépendance parlons-nous? Par ces causes et motifs, voir la Cour et dire et déclarer que le pouvoir judiciaire haïtien n'est pas indépendant. C'est un pouvoir assujetti au pouvoir politique au regard de la nomination des juges. En cas de rejet par impossible et sans préjudice à ceux qui précèdent le renouvellement du mandat des juges, un accroc à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Attendu que le renouvellement du mandat des juges n'est pas un droit, c'est une prérogative de l'exécutif qui relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République, qui n'a pas de délai pour autoriser un renouvellement et qui, puis n'a pas à justifier le renouvellement d'un magistrat.
Attendu que l'article 14 de la loi sur la magistrature précise qu'à l'expiration du mandat d'un juge de la Cour de cassation, inséré à être maintenu dans les mêmes fonctions, peut solliciter une nouvelle nomination qui n'est pas automatique. Quelle histoire! De quelle indépendance parlons-nous? Quand on sait que la main qui demande est toujours en bas. Donc, il est clair qu'un juge de la Cour qui n'est pas docile au pouvoir politique durant son mandat ne se verra jamais son mandat renouvelé par les autorités politiques. Attendu que l'article 16, alinéa 2 de la loi portant sur la magistrature dispose, si le nom du juge est porté sur la liste de l'Assemblée, n'est pas retenu par le président de la République, son mandat prend à terme. Le Conseil peut alors le déplacer dans la réserve de recrutement. Attendu qu'il n'est pas un secret pour personne que l'exécutif utilise toujours le renouvellement des mandats des juges pour faire des chantages. Ceci dit, un juge qui se veut être indépendant ou qui choisit de travailler en toute indépendance ne verra pas son mandat renouvelé. Ceci est sans nul doute un accroc à toute indépendance, attendu que ce même processus est valable pour tous les autres juges, attendu que la procédure de renouvellement des juges constitue un obstacle majeur à un pouvoir qui prétendrait être indépendant, car le juge a un rendez-vous avec les autorités politiques à chaque fin de mandat. Attendu qu'il y a lieu pour la Cour de dire et constater que les juges, en raison de la procédure de renouvellement de mandat, ne sauraient être indépendants. Si les juges ne sont pas indépendants, le pouvoir ne le saurait être également. Par ces causes et motifs, voir la Cour déclarer que l'indépendance judiciaire est une utopie, en raison de la dépendance des magistrats par rapport à la procédure de renouvellement de leur mandat par le pouvoir politique. En cas de rejet par impossible et sans préjudice ce qui précède, troisième moyen, la procédure de la certification des magistrats renforce la dépendance du pouvoir judiciaire à l'exécutif. Attendu que la certification est une procédure par laquelle une institution ou un pouvoir de l'État vérifie si ses membres remplissent les critères exigés pour exercer sa fonction tant sur le plan académique et moral. Est-ce que ce fonctionnaire est conforme à la norme? Au fait, c'est un processus d'évaluation de la conformité qui aboutit à l'assurance écrite d'une personne répond à une certaine exigence. Dans le cas de la certification des magistrats, il s'agit d'attester que ce dernier répond aux critères académiques, tant éthiques et moraux, pour exercer la profession de magistrat. Attendu que la certification des magistrats membres d'un pouvoir soi-disant indépendant est conduite conjointement avec le ministère de la Justice qui représente le pouvoir exécutif. De quelle indépendance parlons-nous? Attendu que l'article 70 de la loi portant sur la magistrature consacre sans embâche la dépendance du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif en ce qui a trait à la certification en disposant ce qui suit. Une procédure de certification des juges et des officiers du ministère public est organisée par le Conseil supérieur du pouvoir conjointement avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Par ces causes et motifs, voir la Cour dire et déclarer le pouvoir judiciaire haïtien n'est pas indépendant, eu égard à la procédure de la certification réalisée conjointement avec le ministère de la Justice, organe de notre pouvoir. En cas de rejet par impossible et sans préjudice ce qui précède, le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant en raison de la composition du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Attendu que le CSPJ est un organe administratif et disciplinaire du pouvoir judiciaire. Attendu
que dans la composition de ce dit conseil, il y a 2 représentants de l'exécutif, à savoir le commissaire en chef près de la Cour de cassation de la République et un commissaire du tribunal de première instance choisi par le ministère de la Justice. Pire, et 2 représentants de la société civile, à savoir un bâtonnier et un membre de la société civile désigné par le protecteur des citoyens. Attendu qu'il est clair, limpide, par la composition du CSPJ, le pouvoir judiciaire est sur le tutelle de l'exécutif. La coupe réglée de la société civile, un tel pouvoir ne saurait être indépendant. Car sur 9 membres du Conseil, il y a 5 magistrats. Attendu que c'est par ces causes et motifs, voir la Cour dire et déclarer que pouvoir indépendant ne saurait être administré par un Conseil qui a dans son sein 2 représentants de l'exécutif, loin d'être indépendant. C'est un pouvoir sous tutelle et que l'indépendance dont on parle est une utopie. En cas de rejet par impossible et sans préjudice, ce qui précède, le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant eu égard à la composition des tribunaux. Attendu que un tribunal régulièrement constitué est composé du juge, le ministère public, représentant du parquet, le greffier, employé du ministère de la Justice et l'huissier employé du ministère de la Justice. Attendu que sur 4 membres constituant un siège du tribunal de première instance, il y a 3 employés exécutifs qui est un autre pouvoir. Attendu que dans la loi même qui statue les magistrats, il est prévu que l'exécutif est représenté par le commissaire du gouvernement, dont l'exécutif a son représentant au sein du pouvoir dit indépendant. Quelle abréviation! Quelle hérésie! Attendu que le commissaire du gouvernement au sein du pouvoir est tellement primordial que son absence à une audience civile ou pénale rend le tribunal inopérable et ne peut pas siéger. Attendu que parmi les 3 pouvoirs de l'État, il n'y a que le pouvoir judiciaire qui a un représentant de notre pouvoir dans son sein. De quelle indépendance parlons-nous? Par ces motifs, il y a lieu pour la Cour dire et déclarer que par la composition des tribunaux, la composition du tribunal n'est pas indépendant, c'est un pouvoir dépendant. Sur la notion de l'indépendance, attendu que la notion d'indépendance suppose la faculté de se gouverner soi-même, c'est-à-dire de décider ce que l'on veut et aussi être en mesure d'exercer en toute liberté qui lui est conférée. Attendu que le pouvoir judiciaire, soi-disant indépendant, n'a même pas le pouvoir de renouveler ses membres, dont son indépendance est utopique. Attendu que toute partie qui succombe en justice est passive de dépens par ses causes et motifs et tout autre à suppléer de droit d'office et d'équité, voir la Cour rejeter les faits et moyens et conclusions de la partie réalité pour n'être pas conforme ni de fait ni en droit et conséquemment reconnaît que le pouvoir judiciaire en Haïti n'est pas indépendant. En agissant ainsi, vous rendez bonne et valable justice et ce sera justice. Pour la thèse indépendance judiciaire, une utopie, Maître Carmelita Philogène et Maître Jean Simpson des Enclos. Merci, magistrat. Greffier, veuillez consigner que le président de la Cour prend acte aux différentes conclusions. Prend acte aux différentes conclusions lues à l'audience par les parties pour cela,
le président de la Cour déclare fermée la phase d'introductive et déclarer ouverte la phase de la plaidoirie du fond des deux thèses, tout en accordant la parole à la partie défendant la thèse, indépendance du pouvoir judiciaire, une réalité, afin de faire valoir leur point de vue contradictoirement dans le strict respect de la loi. La parole est accordée à la partie de m'adresse. La parole vous est accordée, maître. La partie adverse essaie de nous faire comprendre que l'indépendance des juges est une utopie à partir de leur conclusion. Mais quel courage de ne pas dire quelle utopie. Il existe un principe commun à tout état de droit qui n'est autre que l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice est l'élément central du droit à tout procès équitable. Une telle notion sous-entend la liberté pour le juge de conduire et d'exposer son analyse pour aboutir à une décision qu'il aura prise tout en respectant un corpus de règles et de valeurs qui fondent son office, tout comme le précise l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, en une phrase, l'indépendance de la justice est un devoir qui s'impose au juge dans sa relation avec les justiciables. L'approche de l'indépendance des juges nous pousse à le placer dans deux contextes. D'abord, un contexte institutionnel, à savoir les textes qui régissent l'indépendance de la justice, et un contexte social, à savoir les obligations du juge face aux justiciables. Les textes qui régissent l'indépendance du juge. D'abord, nous avons la déontologie de la magistrature. Les magistrats sont statutairement tenus de respecter un ensemble de devoirs et d'obligations qui leur interdisent toute démonstration politique incompatible avec la réserve que leur impose leur fonction. C'est une condition de l'exercice de la fonction. Avant d'entrer en fonction, les juges sont tenus de prêter serment. C'est la loi qui leur donne. Serment de garder les secrets de délibération et serment de se comporter comme un digne et loyal magistrat, sous peine de sanction. Car si ce serment est violé, les justiciables sont tenus de saisir le Conseil, qui devra en tenir compte. La Constitution, en son amendée du 9 mai 2011, en son article 177, nous parle du principe d'inamovibilité. Les juges, je fais une petite lecture pour vous, les juges de la Cour de cassation, ceux des cours d'appel et les tribunaux de première instance sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée ou suspendus à la suite d'une inculpation. Ils ne peuvent être l'objet d'affectations nouvelles sans leur consentement, même en cas de promotion.
il ne peut être mis fin à leur service durant leur mandat qu'en cas de capacité physique ou mentale permanente dûment constatée. Mais on ne peut pas transgresser une telle loi sans sanction. Et enfin, nous avons l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui précise que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Tout gouvernement qui se respecte et qui respecte la loi ne pourra pas, ne doit pas donner des ordres au juge. Le juge est tenu de rendre sa décision conformément à la loi. Du point de vue social, je dois rappeler à la partie adverse, je dois rappeler pour le point de vue social, à savoir les obligations du juge face au justiciable. Le juge doit respecter son devoir d'impartialité qui lui est imposé face au justiciable. Car la loi donne au justiciable le droit de récuser. D'ailleurs, la récusation, les causes de récusation et la procédure, qui est vraiment facile, se trouvent dans notre code de procédure civile de Pierre-Marie Michel, en son article 436 et 437 du code. Deuxièmement, nous avons l'article 59 du décret du 22 août 1995 qui précise que les cours et tribunaux sont indépendants. Qui précise que les cours et tribunaux sont indépendants les uns des autres. À savoir, les juges n'ont pas à recevoir des injonctions de la hiérarchie judiciaire. C'est un petit rappel. Ils n'ont de compte à rendre à personne. Et ni le président de la Cour d'appel, ni le président de la Cour de cassation ne peuvent interférer dans leur prise de décision. Comment prouver que les juges sont totalement indépendants? Ici, on parle d'une sanctuarisation de la prise de décision et les juges sont à cet égard très attentifs au respect de l'indépendant. Et pour finir, nous avons l'article 179 de la Constitution qui interdit aux juges de s'adonner à d'autres activités professionnelles, publiques ou privées, sauf celle de l'enseignement. Pourquoi? Justement, afin que le juge ne tisse pas des liens avec des cadres ou bien pour la société qui pourraient influencer sa décision. Donc, en résumé, le principe de l'indépendance du juge est construit pour le protéger de l'ingérence des autres pouvoirs. Le principe de l'indépendance du juge interpelle en retour la qualité de ses pratiques professionnelles à prendre des décisions transparentes, bien perçues par les parties. Et la contrepartie de son indépendance est sa responsabilité. Donc sur ce, je passe la parole à mon confrère Maître Yves Lusor pour continuer. Honorable magistrat, je sollicite la parole. Merci, honorable magistrat et distingué commissaire du gouvernement remplissant la fonction du ministère public. Honorable magistrat, je serai bref, précis et concis. La partie indépendance du pouvoir judiciaire a évoqué 4 moyens. Maintenant, nous sommes en méthodologie. 4 moyens, c'est moyens historiques, moyens constitutionnels, moyens légaux, et le 4e moyen, c'est le fondement de l'État. Pour la partie
après avoir écouté religieusement la lecture des conclusions de la partie, entre parenthèses, Utopie, la partie Utopie a mis l'accent sur le renouvellement du mandat des juges. Mais c'est normal, il faut renouveler les mandats des juges parce que les juges ne sont pas nommés pour un temps indéterminé. Et ensuite, la partie Utopie a mis l'accent sur la certification. C'est normal, c'est une démarche. Moi qui vous parle ici, je suis un avocat certifié. On m'a certifié au barreau de Port-au-Prince. C'est une démarche normale. Pourquoi avez-vous peur de cette expression, la question de certification? Ce sont des démarches administratives pour assainir les tribunaux. Maintenant, on parle de la nomination. Ce n'est pas un pouvoir qui nomme. Il y a 3 pouvoirs. Ce n'est pas un pouvoir qui nomme, mais c'est l'État qui nomme. Tout comme, vous voyez, c'est le président, si on fait un coup de doigt comparé, c'est le président des États-Unis qui nomme les juges au niveau de la Cour suprême des États-Unis. Magistrat, pour continuer avec notre exposé ou bien pour le développement de nos moyens, nous avons montré, magistrat, honorable magistrat, et dans l'approche constitutionnelle, il y a l'article, parce que l'avocat, quand il plaide, il doit évoquer, parce que c'est la loi qui est le boussole de l'avocat. La loi sert de boussole à l'avocat. L'article 1er de la Constitution du 29 mars 1987 dispose qu'Haïti est une république démocratique. Et l'article 59 de la Constitution du 29 mars 1987, amendé le 9 mai 2011, dispose que les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté nationale à 3 pouvoirs. Pas un pouvoir, à 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc, dans le 3e moyen que nous avons appelé dans nos conclusions fondement légal, nous avons mis l'accent, honorable magistrat et distingué commissaire du gouvernement, remplissant la fonction du ministère public. Nous avons mis l'accent sur la loi du 20 décembre 2007 portant la création du statut de la magistrature dans le titre 1, traitant l'exercice du pouvoir judiciaire de la composition de la magistrature. L'article 1er dispose le pouvoir judiciaire indépendant des pouvoirs exécutifs et législatifs est exercé par la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux spéciaux et les tribunaux de paix. L'indépendance du pouvoir judiciaire est matérialisée, l'article 2 de cette même loi, est matérialisée par l'exercice d'un conseil du pouvoir judiciaire garantissant le cheminement du métier de magistrat et assurant la discipline des juges. Dans le 4e moyen que nous avons appelé fondement de l'État, 4e moyen que nous avons pris dans nos conclusions, que la partie et l'indépendance du pouvoir judiciaire est une réalité, nomme fondement de l'État, eh bien, nous avons montré qu'il y a une sorte de symphonie, qu'il y a unité. Donc, ce n'est pas, comme nous avons dit tantôt, la partie Utopie veut montrer, c'est comme si chaque pouvoir est un État. Nous avons dit non, la partie de l'indépendance du pouvoir judiciaire dit à haute voix et que chaque État, chaque pouvoir n'est pas un État, mais ce sont les 3 pouvoirs qui forment l'État. Nous avons montré, surtout dans le fondement légal, le juge est indépendant quand il reçoit une cause. Il est souverain. Il est indépendant par rapport à ses pairs. C'est-à-dire, si un juge reçoit une cause,
eh bien, notre juge ne peut pas venir pour dire de faire ceci, de faire cela. Non, le juge est indépendant. Et quand il a rendu, après avoir rendu sa décision, il n'est pas lié par rapport à cette décision. Vous voyez? Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision du juge, vous n'avez qu'à faire des recours. Et ce recours-là ne lie pas le juge en question. Il faut continuer à faire des recours. Le juge, une fois il a rendu sa décision, c'est fini. Donc le juge est indépendant. Le juge est souverain. Donc, honorable magistrat, c'est très bien. Quand nous avons dit, donc nous ne sommes pas venus pour leurrer le tribunal. Nous sommes venus, la partie, oui, la partie, l'indépendance du pouvoir judiciaire est venue pour éclairer la lanterne du tribunal. Et voyez, la déclaration de Nsouyo, Maître Nsouyo le Grand, il a dit que le juge a une mission sacro-sainte, celle de dire le mot du droit, de rendre à chacun ce qui lui est dû, sans tenir compte sans tenir compte du degré de fortune, du rang social, de la position politique, de la confession du justiciable. Le principe dit, nul n'est au-dessus de la loi. Donc, honorable magistrat, dans ces 4 moyens, parce que, comme j'avais dit, c'est bref, précis et concis, comme j'avais dit pour le tribunal, je dis que la partie indépendance du pouvoir judiciaire, soutenant la thèse que l'indépendance du pouvoir judiciaire est une réalité, nous avons évoqué 4 moyens. Sur le plan historique, nous avons montré ça. Sur le plan légal, nous avons montré ça. Sur le plan constitutionnel, nous avons montré ça pour le tribunal. Et dans le dernier moyen que nous avons appelé fondement de l'État, nous avons montré qu'il y a une sorte de l'unité, de corrélation, une sorte d'interdépendance entre les 3 pouvoirs. Tout compte fait, la partie indépendante du pouvoir judiciaire a montré sans embâche et que le pouvoir judiciaire en Haïti est indépendant. La partie indépendante du pouvoir judiciaire se renferme dans les faits et moyens et tirés par voie de ces conclusions que nous venons de lire. Sous réserve de reprendre la parole, magistrat, oui, sous réserve de reprendre la parole. Merci, honorable magistrat. La parole est à l'autre partie, défendant la thèse, l'indépendance du pouvoir judiciaire, une utopie. Je sollicite la parole, monsieur honorable président de la Cour. La parole vous est accordée, maître. J'ai écouté attentivement et tristement l'acte d'instance et les moyens développés ici par mes estimables confrères et consoeurs. Je me suis demandé à moi-même, est-ce qu'ils sont sérieux? Honorable Président, l'espèce qui nous a traînés par votre auguste cour aujourd'hui, c'est l'indépendance judiciaire, une réalité. Et nous soutenons haut et fort que c'est une utopie, magistrat. Notre conclusion est fondée sur 3 piliers fondamentaux construits en béton armé avec nos instruments légaux. Magistrats, on parle d'indépendance judiciaire. Étant donné que nous autres, on nous a appris avant d'intervenir, avant de faire de grandes gueules dans un concept ou bien dans un mot, il faut le définir d'abord. C'est quoi l'indépendance? C'est la liberté magistrat de se gouverner soi-même sans contrainte et de répondre à ses obligations. C'est aussi, en d'autres termes, c'est aussi un acte de souveraineté magistrat. Mais en regardant, puisque nous n'avons pas fait école, nous répétons ce que les grands hommes ont écrit,
En regardant l'article 136, honorable président de la Cour, je lis pour vous, le président de la République, chef de l'État, veille au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Cela dit, honorable magistrat, le pouvoir judiciaire a un parrain. Le pouvoir judiciaire a un parrain. Et en regardant la loi la loi créant le CSPJ et à l'article 4 magistrats, parmi les 9 personnes qui ont constitué le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, il y a seulement 5 magistrats professionnels. Magistrats. De quelle indépendance parlons-nous? Honorable magistrat, nous allons encore plus loin. Il y a l'article 8. À l'exception du président de la République, les autres sont allés aux élections. Magistrat, de quelle indépendance parlons-nous? Et l'article 66 sur la loi portant sur la magistrature dit: en cas de manquement d'un officier du ministère public à l'obligation hiérarchique, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique peut prendre toute sanction à l'égard de magistrats. Et vous vous dites que l'indépendance judiciaire, c'est une réalité. De quelle réalité vous parlez? Et vous êtes venus avec des feuilles jaunes là pour nous impressionner et pour induire le tribunal en erreur. Honorable magistrat, et la sécurité publique doit être motivée et notifiée par écrit aux magistrats sanctionnés. L'article 66. Je n'ai pas fait école. Je répète ce que disent les grands hommes. Il y a la nomination et le renouvellement des juges magistrats. Il y a un vieux dicton qui dit, et je cite pour vous, le pouvoir de nomination a aussi le pouvoir de révocation. Et derrière le pouvoir de nomination se cache tout azimut le pouvoir de suggérer, le pouvoir de désigner et le pouvoir de glisser des noms qui ne sont pas des magistrats. L'article 175 de la Constitution le consacre, et je vais lire pour vous, magistrats. Le juge de la Cour de cassation, ce n'est pas moi non qui avait écrit ça. Les juges de la Cour de cassation sont nommés par le président de la République sur une liste de 3 personnes. Donc, cette liste va acheminer par le président de la République et cette liste va sortir au Sénat de la République. Nous ne parlons pas a posteriori de l'indépendance du juge quand il siège. Non, nous ne sommes pas au petit A, nous sommes à l'ultra petit A. Nous parlons d'une chose plus grande. Ce n'est pas quand il siège. Et c'est normal. Mais, honorable magistrat, la loi portant sur la magistrature, 13 magistrats, est claire. Et je vais lire encore pour vous, puisque l'avocat plaide code en main, texte en main. Parce que nous ne venons pas ici pour dire ce que nous souhaitons de dire, ce que nous voulons dire, mais nous parlons nous évoquons les textes de loi écrits par des gens spécialisés, par des gens qui ont une mission sacro-sainte d'écrire. Regardez bien l'article 13. Les juges sont nommés conformément à la Constitution et à la loi. Les officiers du ministère public le sont par le Premier ministre sur proposition du ministère de la Justice. Cette nomination se fait conformément à la Constitution. Je parle de la loi sur la magistrature. Et l'article 16. Si le nom du juge porté sur la liste par l'Assemblée n'est pas retenu par le président de la République, son mandat prend fin à son terme. C'est-à-dire, ce n'est pas un renouvellement automatique. Et quand on va faire une demande, et nous savons très bien que la main qui demande est toujours en bas. Ce n'est pas la main qui prie, c'est la main qui demande.
Je présume, pour vous, honorable président, la partie adverse ne savait pas que dans la constitution du CSPJ, il y aura des élections. Et prenez besoin de vous rappeler, il y a un contentieux et tout azimut qui se développe dedans pour un poste. Honorable magistrat, le renouvellement de la magistrature, le renouvellement n'est pas automatique, mon frère. Même si le CSPJ, je vais définir pour vous le CSPJ, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, même s'il émet un avis, mais son avis n'a pas de force contraignante. Ce n'est pas venir avec des feuilles jaunes pour nous trahir ici. Son avis n'est pas contraignant. Cela dit, on peut prendre son avis, mais au fond, on peut le mettre dans le tiroir. C'est ce qu'il a toujours fait. Visez mon regard. Nous prenons comme exemple la composition du tribunal. Honorable magistrat, la présence du juge au sein du tribunal ne garantit pas qu'il y aura siège si les fonctionnaires de l'exécutif ne mettent pas leurs pieds. Sans vouloir froisser la susceptibilité, mais ici, les 4 personnes qui forment le tribunal, il y a 3 qui sont des fonctionnaires de l'exécutif. Donc il y a un autre scandale de plus, magistrat, c'est la certification. Mon estimable confrère a déclaré péremptoirement par devant votre auguste tribunal, c'est normal, moi-même j'ai certifié par le barreau de Port-au-Prince. Oh, on vous appelez ça certifié? On vous appelait ça certifié? Donc vous êtes venu pour induire le tribunal en erreur en montrant que le fait que vous êtes membre du barreau de Port-au-Prince et que vous êtes certifié pour autant. Non, mon cher. Confrère, regardez l'article 38, loi créant CSPJ, et vous comprendrez mieux. Peut-être vous ne lisez pas. C'est un problème chez les Haïtiens. OK? La lecture leur fait à défaut. Les juges ou les officiers. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique prend toutes les dispositions en vue de certification des membres du premier Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de leur désignation et de leur prestation de serment. Est-ce que dans votre expérience, il y a un autre pouvoir qui demande au ministère et au Conseil du pouvoir judiciaire de faire un vetting ou bien de certifier un membre, soit de l'exécutif ou soit du Parlement? Non. Et automatiquement, un magistrat décide d'aller faire une autre chose que l'enseignement, il sera démis automatiquement de ses fonctions. Donc, c'est pour vous dire que la certification, c'est un scandale en plus. Et il faut définir ce que c'est la certification. C'est une procédure à laquelle un organisme certificateur donne l'assurance expresse ou formelle à quelqu'un en le déclarant moralement, académiquement à exercer sa fonction de laquelle on lui avait assigné. Mon cher, à partir de là, toute cette opération sera faite conjointement avec l'exécutif. Qui est l'exécutif? C'est le ministère de la Justice. De quelle indépendance parlons-nous? Nous croyons fermement avoir suffisamment éclairé votre antenne, honorable magistrat. Je ne pense pas que la partie adverse aura d'autres munitions pour venir vous convaincre.
pour éclairer l'antenne du tribunal, et nous nous renfermons dans notre conclusion et sous réserve de prendre la parole. Merci, Maïs. Merci. La partie défendresse. Greffier, veuillez noter que le président de la Cour prend acte de la plaidoirie du fond des deux thèses plaidées à l'audience. Et à cette phase, le ministère public va devoir être consulté pour son avis technique s'il en aurait avis. Sur ce, ministère public, avez-vous un avis sur la plaidoirie des deux parties? Merci, honorable magistrat. Nous autres ministères publics, gardiens de la loi, tenons à souligner pour le tribunal que les dispositions constitutionnelles relatives à l'existence des trois pouvoirs distincts et rigoureusement indépendants, tels que l'aurait dit le professeur Gousse, auraient pour fondement théorique la séparation de pouvoir de l'autre, dans un premier temps, repris par Montesquieu, toujours dans une perspective d'attachement aux lois. Le professeur souligne, selon une analyse historico-légale de certaines de nos anciennes constitutions, telles que celles de 1843, 1846, 1860, 1867, 1874, 1879, 1888, 1889 et la dernière en date 1987, une véritable consécration démocratique basée sur le principe de la séparation des pouvoirs. Toutefois, il convient de passer en revue les différents mécanismes légaux et institutionnels existants tels qu'évoqués tantôt, en vue de mesurer l'effectivité de l'indépendance du pouvoir judiciaire tel qu'il est prescrit par la loi. Selon le professeur Kriegel du Centre national de recherche scientifique, l'état de droit tient son origine des monarchies de l'Europe occidentale qui proposent un modèle d'État différent de celui issu du Saint-Empire romain, romano-germanique et de la seigneurie. Ainsi donc, dans ce modèle d'État, la puissance est soumise à la loi. Et à ce propos, Aristote écrit dans Les Politiques, traduit du grec par Pierre Pellegrin chez Garnier Flammarion en 90, que le gouvernement de la loi est plus souhaitable que celui des citoyens, et selon le même argument, s'il est meilleur que certains gouvernements, il faut les établir comme gardiens et serviteurs des lois. Locke, de son côté, voit trois grandes fonctions dans le pouvoir politique, soit la législative, l'exécutive et la fédérative. Il pense que la société, l'État, doit être soumise à un pouvoir législatif établi par le consentement de la communauté. Et nous citons, « La tentation de porter atteinte sur le pouvoir serait trop grande si les mêmes personnes qui ont le pouvoir de faire les lois auraient aussi entre les mains le pouvoir de les faire exécuter, car elles pourraient se dispenser de les faire exécuter. » Montesquieu y consacre sa fameuse théorie sur la séparation des pouvoirs
qui établit le rôle de chacun des trois pouvoirs ainsi que leur contrepoids. Le pouvoir doit arrêter le pouvoir, dit-il. Léon Duguay parle d'un État subordonné à une règle de droit supérieure à lui-même qu'il ne crée pas et qu'il ne peut pas violer. Cette primauté est aussi consacrée dans la théorie de la hiérarchie des normes de Kelsen, qui veut que les normes juridiques soient hiérarchisées de telle sorte que la puissance de l'État s'en trouve limitée. Selon ce principe, postulant la stricte application de la loi, les actes des décideurs ne valent que s'ils cadrent avec les règles supérieures, formant un ordre hiérarchisé contrôlé par un juge indépendant. C'est-à-dire qu'avoir des lois ne suffirait donc pas à limiter l'arbitraire, en ce sens qu'elles peuvent en être elles-mêmes arbitraires, mais un système de contrepoids est prévu pour arrêter le pouvoir tel qu'il est dit par Montesquieu, c'est-à-dire l'assurance de l'absence de concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul. Par ailleurs, l'indépendance judiciaire est aussi garantie par la Constitution de 1987 en vigueur. Ce texte met en évidence l'adoption des principes démocratiques fondateurs de l'État de droit, dont la reconnaissance d'un pouvoir judiciaire indépendant. En ce sens, l'article 177 pose l'inamovibilité comme condition essentielle à la fonction judiciaire. À cette phase, il est donc question d'analyser le système judiciaire à travers les différents mécanismes prescrits pour évaluer une indépendance effective ou non du pouvoir judiciaire. Tout d'abord, voyons le décret. Alors, ce texte, c'est-à-dire la Constitution, la loi mère, prescrit l'indépendance dans l'article 60, l'indépendance des trois pouvoirs, et en même temps se prononce sur l'acteur qui doit exercer cette indépendance. Il reconnaît les magistrats comme étant les acteurs qui doivent exercer cette indépendance et prescrit en même temps la nomination de certains de ces acteurs qui doivent découler de listes en provenance des assemblées départementales. D'entrée de jeu, parlons du décret du 22 août 1995. Il faut dire que ce texte a été l'objet de vives critiques quant à son inconstitutionnalité, tant du point de vue de forme que de fond. Le professeur Gousse, par exemple, a mis en évidence la différence existant quant aux significations et aux conséquences juridiques diamétralement opposées des termes pouvoir judiciaire et corps judiciaire. Pouvoir judiciaire prôné par la Constitution et corps judiciaire évoqué dans ce texte. Certaines dispositions font aussi état d'un système de contrôle de l'administration judiciaire par le commissaire du gouvernement, une personnalité reconnue pour être une véritable plaque tournante dans le système judiciaire et dont le législateur en a fait un agent de l'exécutif dans le judiciaire. Les deux lois de 2007 créant le CSPJ d'une part et portant sur le statut des magistrats d'autre part, au niveau de ces textes, il est question, par exemple, de la loi créant le CSPJ, il est question d'un organe d'administration, de contrôle et de discipline du pouvoir judiciaire. Tandis que toutes les compétences qui ont été attribuées au niveau du décret à l'exécutif y demeurent et sont en vigueur pendant que le CSPJ est reconnu d'autre part un peu plus tard sans abrogation comme organe d'administration du pouvoir judiciaire. Quant à la loi portant sur le statut de la magistrature, cette loi fait des provisions exclusivement pour le personnel et les acteurs représentant le pouvoir judiciaire, tout en négligeant le personnel judiciaire, les autres personnels dont la compétence de contrôle administratif
est resté à la charge de l'exécutif. Il convient de souligner également que ces textes concourent et empiètent les unes sur les autres quant aux compétences prescrites par ces textes à l'exécutif et qui impose sa domination sur le judiciaire qui doit être considéré comme un pouvoir. Le niveau de dépendance créé par celle-ci fait subsister également des enjeux politiques énormes qui mettent en péril l'indépendance judiciaire. Le processus de recrutement des magistrats, quoi qu'il soit reconnu et attribué au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, leur nomination ainsi que le renouvellement de leur mandat demeurent encore de l'apanage de l'exécutif en dehors de toute procédure et critères d'objectivité. En conclusion, nous autres ministères publics sommes amenés à requérir du tribunal de prendre acte de ce débat d'importance parce qu'il justifie le bien fondé de la dynamique des rapports sociaux, les lois étant appelées à être évoluées en vue de répondre adéquatement à la régulation sociétale. Pour ce qui concerne cette thématique, à savoir l'indépendance judiciaire, il y a lieu de retenir, à partir de l'histoire de la justice haïtienne, que celle-ci a fait l'objet d'avancées positives, tout en reconnaissant que les violons doivent être accordés entre les trois pouvoirs pour la bonne marche des institutions. Des mises à jour à vocation de sauvegarde de cette indépendance judiciaire sous le poids d'enjeux politiques importants mettant celle-ci en péril demeure fondamentale pour se rapprocher d'une effectivité de l'indépendance du pouvoir judiciaire déjà reconnue par la loi mère. Un ensemble d'évidences, fruit de résultats de recherche menés par des spécialistes en la matière, découlant aussi de certains principes consensuels émergents, généralement acceptés sur la base d'un consensus mondial afin de construire un agenda de réforme en soutien à la démocratie constitutionnelle et au rôle d'un pouvoir judiciaire indépendant, suivent. Le premier consiste à dire qu'un pouvoir judiciaire indépendant et équitable est un élément central de toute société démocratique ayant l'état de droit pour fondement. La protection des libertés publiques, telles que les libertés d'expression, d'association ou de religion, est extrêmement difficile en l'absence d'une telle institution. Des réformes économiques et politiques durables sont impossibles en l'absence d'une telle institution. La prévention et la réparation équitable des violations des droits de l'homme de manière systématique, notamment lorsque les victimes sont membres de groupes défavorisés ou de minorités ethniques, pourra être garantie de manière plus efficace par un pouvoir judiciaire indépendant dans le cadre d'une démocratie constitutionnelle. L'équilibre entre les libertés publiques et certains intérêts nationaux de sécurité ou d'ordre public, tels que la lutte contre le terrorisme, pourra être déterminé de manière plus efficace par un pouvoir judiciaire indépendant dans le cadre d'une démocratie constitutionnelle. Le renforcement des médias. Le renforcement des médias est essentiel dans la mesure où deux institutions, à savoir les médias indépendants et le pouvoir judiciaire, que dans un contexte de démocratie avec un pouvoir judiciaire indépendant, ils ne peuvent survivre durablement l'une sans l'autre. Le règlement efficace des questions d'ordre public transnational requiert le respect d'un certain nombre de principes communs, le contrôle d'un pouvoir judiciaire indépendant et une coopération internationale accrue, et la corruption, la réduction de la corruption systémique, ainsi que la mise en œuvre effective des lois et décisions de justice sont impossibles en l'absence d'un pouvoir judiciaire indépendant. Honorable président du tribunal, chers consoeurs, confrères de la partie de Mandresse, estimables défenseurs de l'autre côté de la barre,
au nom de la société que nous représentons ici, les différents arguments développés durant ce procès laissent prétendre qu'aucune partie n'a ni tort ni raison, mais justifie chacun de son côté de la nécessité d'établir la cohérence dans nos choix en tant que peuple. Merci, magistrat. Merci, ministère public. Je ne sais pas si vous avez une objection, mais vous avez 5 minutes pour le faire. Merci, magistrat. Je dois rappeler une petite définition pour mon confrère Maître Simpson Desenclos. La partie utopie. L'indépendance du juge se manifeste par le principe qui veut que personne ne puisse lui intimer un ordre pour l'inciter à statuer dans un sens déterminé. Il statue selon sa conscience et dans le respect de la loi. Institutionnellement, l'indépendance des juges n'exclut pas la possibilité du lien qui doit exister avec le pouvoir exécutif et législatif. Et c'est dans ce but que le Conseil de la magistrature a été créé, M. Desenclos. Vous m'aviez dit que j'étais venu avec mes petits papiers jaunes pour argumenter. Maintenant, je prends le téléphone, je prends la technologie. Car apparemment, vous avez un problème, que c'est le président de la République qui nomme les juges. Mais M. Desenclos, vous devriez connaître une petite histoire. Vous ne devriez pas seulement vous terrer en Haïti, il faut aller au-delà d'Haïti. Quand aux États-Unis, les juges, je fais une petite lecture pour vous, les juges de la Cour suprême des États-Unis et ceux de circuit et de district sont nommés par le président des États-Unis sur approbation de vote majoritaire du Sénat. Mais mes amis, M. Desenclos, si les États-Unis le font, et pourquoi pas nous? On ne doit pas évoluer. Votre attention, vous devriez entendre, M. Desenclos, vous devriez entendre, vous déranger. Prenez note. Dans ce papier blanc. Oui. Les États-Unis le font, et pourquoi pas nous? Vous avez un problème parce que c'est le président qui nomme les juges. Et vous avez un problème apparemment car le Conseil de la magistrature apparemment un problème. Mais laissez-moi vous dire, le Conseil de la magistrature, c'est une garantie de l'indépendance judiciaire, M. Desenclos. Les États-Unis le font, l'Afrique le fait. Pourquoi pas nous? On doit évoluer, M. Desenclos. Et lorsque le juge prend une décision, qui doit l'exécuter, M. Desenclos? C'est pas le pouvoir exécutif? Donc, il y a l'un et l'autre se complètent. C'est ce que je dois ajouter. Et je dois préciser aussi que les juges, même s'ils sont nommés par le président de la République, ils statuent normalement en renfort de la loi. Ils ne peuvent ni modifier la loi, ni compléter la loi. Bon, bien entendu, sauf lorsque la loi MUE sur un sujet donné, alors là, donc, on pourra parler de jurisprudence. Mais ils statuent en toute indépendance. Et je l'ai dit et je vais le redire, ni le président de la Cour d'appel, ni le président de la Cour de cassation ne peuvent interférer. Donc, bon, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si mettre... Une minute. Oui, ok. Une minute seulement. Donc, la partie indépendance du pouvoir judiciaire se renferme de ces conclusions. Mais avant de terminer, magistrat, avec notre développement et oral, nous disons pour la partie utopie, et que quand la loi dit quelque chose, c'est pas une chose, mais c'est pas une chose facile. La loi dit le pouvoir. Par exemple, la Constitution dit la loi dit. L'article 60 de la Constitution du 29 mars 1987 stipule qu'il y a 3 pouvoirs. Eh bien, qu'est-ce que nous avons lu dans le vocabulaire juridique giraconnu? Les paroles de la loi pèsent comme des diamants. Les paroles de la loi pèsent comme des diamants.
La plume est serve, la parole est libre. On lit les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles. Donc, les paroles de la loi pèsent comme des dames. Donc, magistrat, la partie indépendance du pouvoir judiciaire se renferme. J'ai écouté encore religieusement, mais c'est encore triste. Ils viennent prendre la parole pour dire qu'aux États-Unis, mais les juges sont nommés à vie. Et il y a plusieurs strates, il y a plusieurs échelons au niveau de la justice américaine. Et ensuite, nous sommes de la famille romano-germanique, mon frère, pas la famille anglo-saxonne. Vous voyez comment nous sommes habillés ici? Eh bien, regardez bien. Ça, c'est un. Honorable magistrat, François Terré écrit dans un livre de William Baranès et Anne-Marie Frisson sur la justice, obligation impossible. Nous ne sommes pas là pour parler des magistrats lorsqu'ils sont en siège, ils se décident en âme et conscience. Non, nous ne sommes pas là. Nous parlons de la puissance de l'exécutif. Il est comme un souverain représenté comme celui qui juge. Ce n'est pas comme celui qui juge, mais celui qui décide. Autoritas, non veritas, fecit legem. La justice agit dans un cadre qui lui est tracé par la législation et en considération d'une politique générale d'action. Ainsi, le juge ne fait pas les lois, il les applique. De quoi vous parlez? Mais qui font les lois? Ce sont les autorités politiques. Maintenant, je vous dis et répète, même si on reconnaît à un certain degré que la jurisprudence est à certains égards créatrice du droit, mais le système de nomination et de désignation des juges ne présente aucune garantie d'indépendance, pour des raisons que nous avons évoquées. Donc, honorable magistrat, nous demandons au tribunal de rejeter de revers de main tout ce qui a été dit dans leur conclusion et de faire droit à notre demande que la justice n'est pas indépendante, elle est utopique. Et ce sera droit. Merci, magistrat. Merci. Ministère public, Honorable magistrat, le ministère public entend réitérer ou bien se renfermer dans son avis technique donné qui entoure. Merci, ministère public. Greffier. Veuillez noter que le ministère public n'a plus d'objection et il se renferme dans son avis pris régulièrement tantôt. Huissier, veuillez acheminer au prétoire du président de la Cour les pièces des deux parties et les conclusions des deux parties lues à l'audience. Greffier, veuillez noter que l'audience est arrivée donc à son terme. Et que le président de la Cour se réserve le droit de rendre son arrêt dans un temps record à cette phase. La Cour déclare entendu les affaires et ordonne le dépôt des pièces
et le public connaîtra la position de la Cour ultérieurement. Vu leur avancée, la Cour, par mon organe, lève le siège. Merci.